Aime la vidéo, commente, partage et abonne-toi pour ne rien manquer sur nos prochaines publications. Ça passe pas. Bonsoir à tous. Je tiens à m'excuser, j'ai eu un petit contretemps. Voilà. Eh bien, bon, je me présente. Moi, c'est Monsieur Konaté. Je suis le consultant formateur en passation des marchés. Voilà. Euh, pour tous ceux qui auront des questions à poser, vous pouvez poser ces questions dans le chat. Voilà, vu que tous les micros sont désactivés. Donc, ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez m'écrire dans le chat. Voilà. Bien. Cette session introductive concerne la formation en passation des marchés. Donc, j'ai fait un petit PowerPoint pour vous. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Donc, comme je le disais, cette session introductive concerne la formation en passation des marchés publics. D'abord, avant de commencer à expliquer qu'est-ce que la passation des marchés, on va essayer un peu de faire la présentation du cabinet. Donc, le cabinet IBI est un cabinet spécialisé en formation. Elle est spécialisée, ce cabinet est spécialisé en formation, en conseil et en assistance. Assistance informatique, l'immobilier, la finance et la gestion. Voilà. Je tiens à noter que le cabinet est agréé par le FDFP. Voilà. Donc, un cabinet qui est agréé par le FDFP démontre la qualité de la formation transmise aux différents participants. Avant de commencer à parler du marché public, je me suis présenté, certes, mais pour être encore plus crédible, il faudrait que je vous situe un peu dans le cadre professionnel. Donc, je me présente une deuxième fois, je suis M. Konaté, votre consultant formateur. Je suis accrédité en passation des marchés par l'ARCOP. L'ARCOP qui signifie l'autorité de régulation de la commande publique. Bon, cette domination a changé. Avant, c'était ANRMP, l'autorité nationale de régulation des marchés publics. Bon, elle a changé de dénomination. Désormais, c'est l'ARCOP. Voilà. Comment j'ai eu l'accréditation? J'évoluais dans un cabinet où on faisait des missions d'audit financier, comptable. Et j'ai eu la chance de faire une mission d'audit sur les projets de développement. Dans les projets de développement, c'est les méthodes de passation des marchés publics ou du bailleur qu'on utilise. Les projets de développement, ce sont des projets dans lesquels l'État contracte des prêts avec un bailleur de fonds, tel que la Banque mondiale ou la BAD, pour financer un projet de développement dans le domaine de la santé, des infrastructures et dans d'autres domaines. Donc, les procédures de passation des marchés utilisées dans ces projets sont des procédures nationales et les procédures du bailleur en question. J'ai eu la chance aussi de faire un audit sur 34 collectivités, un audit de 3000 marchés concernant les procédures nationales. Donc, en gros, notre formation au niveau de l'IBI est adaptée au volet pratique. Parce qu'il est important de former des professionnels en ayant pratiqué. C'est encore plus crédible. Donc, c'est un transfert de compétences. Donc, voilà. Donc, après avoir fait la présentation, l'accréditation et autres, après, je vous donnerai le nom de mon profil complet sur LinkedIn. Vous allez voir un peu mon profil. Voilà.
Donc, on va maintenant commencer à rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un marché public? Voilà. Un marché public, c'est un contrat conclu entre une personnalité morale, publique ou privée, et un opérateur économique. Une personne morale de droit public ou droit privé et un opérateur économique. Les gens ont tendance à penser qu'un marché public se fait uniquement que dans des structures publiques. Il y a des personnalités morales de droit privé dans lesquelles on peut passer un marché. Donc ici, la condition pour qu'un marché soit reconnu comme un marché public, c'est la source de financement. Voilà, c'est la source de financement. Un marché public est financé toujours par les ressources de l'État. Voilà. Donc, je prends un exemple simple d'une personne morale de droit privé. Les sociétés d'État, elles sont régies par le CISQUADA, elles ne sont pas régies par la fonction publique. Ensuite, les personnes qui travaillent dans les sociétés d'État peuvent être des fonctionnaires et peuvent avoir des contrats du Code du travail, conformément au Code du travail plutôt. Donc, les sociétés d'État ne sont pas des entreprises publiques. Ce sont des sociétés de droit privé. Seulement que l'État est actionnaire dans ces entreprises-là. Mais le fonctionnement, c'est de type privé. Par contre, ces sociétés d'État sont financées par des subventions de l'État. Et c'est à partir de cette subvention de l'État qu'on passe des marchés, qu'on pense à acquérir des biens. Donc, la source de financement, c'est une subvention de l'État. Donc, vu que l'État intervient directement dans ces sociétés en lui accordant des subventions, automatiquement, ces sociétés-là est habilitée à passer les marchés publics. Voilà. Donc, voici un peu la condition pour qu'un marché public soit passé. Donc, c'est pas forcément une entité publique qui passe un marché. La condition, c'est que la source de financement provienne de l'État. Voilà. Donc, il faudrait qu'on fasse un peu la nuance. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Il y a des critères. Donc, il y a un code des marchés publics qui a été actualisé, je pense, deux ou trois fois. Mais le plus récent, c'est celui de 2019. Voilà. Dans le code, il y a la description de toutes les entités qui sont habilitées à passer les marchés publics. Le code est vaste. C'est pour cette raison que j'ai insisté sur le fait que la formation soit pratique. Bien évidemment, vous aurez tous les documents. Si, bien sûr, vous êtes intéressé par la formation, on va vous transmettre tous les documents, c'est-à-dire le code des marchés publics, des tableaux de bord, en tout cas, toute la documentation pratique, bien sûr. Voilà. Donc, il ne suffit pas de venir lire le code pour être expert, pour prétendre être expert ou être un professionnel de la passation des marchés. Non, le code est vaste et c'est important de maîtriser les articles du code, mais à la pratique. Et puis le code aussi, il y a des articles qui sont un peu difficiles à décoder. Voilà. Donc, moi et le cabinet, nous allons nous atteler à apprendre ce qui est essentiel pour vous permettre de maîtriser d'abord les bases, maîtriser la pratique et puis être autonome à partir de cas des cas pratiques qu'on va essayer de mettre ensemble, qu'on va essayer de résoudre. Voilà. Donc, en gros, voici un peu la définition d'un marché public. Maintenant, la passation de marché public, c'est juste l'ensemble des procédures qu'un professionnel doit appliquer pour pouvoir passer un marché, pour pouvoir passer une commande publique. Voilà.
Pourquoi cette formation est essentielle? Bien, cette formation-là est essentielle parce qu'on parle de l'État. Qui parle de l'État parle des citoyens. Vous êtes censé savoir que toutes les ressources de l'État proviennent de la valeur ajoutée de toutes les entreprises, aussi des impôts collectés sur le salaire, sur les taxes directes des citoyens. Donc, lorsqu'on parle de marché public, nous sommes tous impliqués. Si les ressources de l'État sont bien utilisées de façon efficiente, dans la transparence, ça, c'est un bon critère de bonne gouvernance. C'est sur ce critère-là on peut mesurer la bonne gouvernance d'un pays. Donc, il est important aussi pour nous que celui qui veut travailler dans le domaine de la commande publique sache que il faudrait être bien formé pour éviter beaucoup de risques au niveau de la passation des marchés. Ces différents risques au niveau de la passation des marchés bloquent un peu les principes des marchés publics. Les principes des marchés publics, il y a la transparence, bien sûr, il y a l'équilibre, il y a l'équité. Et il y a la chance pour tout le monde de participer à un marché public. Or, celui qui n'est pas formé, qui n'a pas, qui ne respecte pas les clauses de déontologie, peut faciliter la propagation de la corruption au sein des entités publiques ou des entités privées sous financement de l'État. Donc, il est important ici de savoir maîtriser les procédures, les codes de déontologie, tout ce qui a trait à la bonne marche des marchés publics pour éviter qu'il y ait certains risques. Donc, cette formation, vu qu'elle est pratique, vous aurez les outils nécessaires pour pouvoir soit être encore plus performant si vous êtes déjà dans le domaine, ou soit avoir les armes pour pouvoir rentrer dans ce domaine-là. Sachant que c'est pas facile. Il y a la concurrence est rude. Sachez aussi que il n'existait pas encore l'année passée de formation diplômante en passation des marchés. C'est-à-dire, on ne fait pas une licence, on ne fait pas un master pour être, pour avoir un diplôme en passation des marchés ou bien pour exercer en passation des marchés. Donc, avant, les professionnels se basaient uniquement sur le code et puis ils exploitaient un peu le code avec l'expérience qu'ils ont eue et continuaient à travailler dans des projets ou des structures. Mais la COP a constaté qu'il y avait beaucoup de manquements. Donc, elle a commencé à former des professionnels en finançant des formations. Heureusement, j'ai été l'un des heureux bénéficiaires de cette formation. Donc, c'est la COP qui a financé ma formation. Et après la formation, elle m'a donné l'accréditation. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, elle s'est associée avec l'INPHB et désormais, maintenant, il est possible de faire une formation diplômante en passation des marchés. C'est un master. La première année coûte 2 millions, la deuxième année aussi coûte 2 millions. Donc, en gros, celui qui veut avoir un master 2 en passation des marchés doit débourser au moins 4 millions. Maintenant, pour intégrer la passation des marchés, il n'y a pas de diplôme particulier. Celui qui a fait le droit, peut s'inscrire. Celui qui a fait l'économie, celui qui a fait la finance, la gestion, voilà. Mais celui qui a un diplôme et puis celui qui maîtrise, qui a la formation pratique, je pense qu'il y a un fossé. Parce que celui qui finit sa formation diplômante, il va chercher à faire un stage encore ou bien aller faire encore une formation pratique. Voilà. Donc, ceux qui ont décidé de faire une formation pratique à moins coût, de qualité, en tout cas, moi, je les félicite.
Je félicite déjà votre initiative et j'espère qu'à l'issue de cette séance, vous allez vraiment vous inscrire et on va partager beaucoup de choses ensemble. Moi, je suis encore dans le domaine. Je suis auditeur interne dans une société d'État. Donc, la société passe des marchés publics. Donc, en audit interne, j'audite tous les services, tous les départements. Donc, j'ai j'ai les âmes solides et l'expérience pour pouvoir auditer les marchés de mon entreprise. Aussi, je suis assistant. C'est pas si je pratique. Je suis pas auditeur. Je suis pas dans le côté contrôle, mais je suis consultant dans un projet où moi-même je fais la passation des marchés. C'est un projet de développement. Là aussi, c'est un projet de l'État. Donc, je suis assistant. Le projet est géré au sein de l'entreprise, de la société d'État. Donc, je peux faire les deux. Je fais les deux en même temps. Donc, je suis salarié de la société d'État et je suis consultant sur le projet où je suis assistant passation des marchés. Voilà. Donc, je vous exhorte à vous inscrire au niveau du cabinet. Et comme je vous ai dit, on va partager beaucoup de choses. Et c'est tout ce qu'on va partager est basé sur des cas pratiques, des observations sur le terrain. Je ne vais pas insister sur le volet théorique. Bien évidemment, je vais vous transmettre à chaque fois les fichiers PowerPoint, en tout cas, les cours, je vais vous les partager. Vous aurez le temps de bien lire. Je vais aussi reformuler aussi certaines parties pour ne pas que ce soit un peu difficile à déchiffrer. Voilà. Mais en gros, moi, j'insiste plus sur la pratique lorsque je fais les formations. Voilà. Donc, en gros, voici un peu présenter les informations sur la passation des marchés. Voilà. Donc, après, on va vous transmettre le file, vous allez voir un peu les informations. Et à l'issue de la formation, quelles sont les compétences que vous allez acquérir? Vous devez être à mesure de planifier un marché. D'abord, savoir qu'un marché passé par une entité assujettie au code des marchés publics qui n'est pas planifié est nul. Donc, la planification d'un marché est très importante. Mais qui fait la planification? Qui valide la planification? Tout ça, on va expliquer ça dans la formation. Donc, vous devez être en mesure de comprendre qu'est-ce que la planification, comment on fait la planification et pourquoi on fait la planification. Vous devez être en mesure de passer un marché, même si vous ne pratiquez pas. On va faire un cas pratique. Je vais vous en donner je vais vous donner des données fictives avec des documents, bien sûr, que j'ai déjà utilisés. Mais comme je dis, les données fictives, on va juste changer les données. Vous allez voir un peu comment on passe un marché, comment on reçoit les offres, comment on évalue les offres. Sachant aussi qu'il y a une évolution depuis plusieurs années. Je pense que pratiquement 3 ans, il y a un système intégré qu'on utilise pour la passation des marchés. C'est le SIGOMAP. Avant, on recevait les offres de façon manuelle. Voilà, de façon physique. On faisait les ouvertures de façon physique, les jugements de façon physique. Maintenant, on utilise un système intégré. C'est une plateforme où tous les intervenants de la passation de marché se retrouvent avec un code spécifique. Ils se connectent et tous les documents afférents à la passation de marché sont transmis à travers ce système-là. Donc, désormais, on n'a pas besoin de se réunir dans une salle pour faire l'évaluation d'un marché. Tout est centralisé. Et en même temps, il y a une structure de contrôle des marchés publics qui est connectée à ce système-là. Donc, cette structure de contrôle vérifie en même temps que l'autorité contractante les marchés. Voilà. Donc, il faudrait que celui qui
veut se lancer dans la passation des marchés, ou bien qui est déjà dans la passation des marchés, puisse connaître ce système-là, ses caractéristiques, son objectif, voilà. Et puis un peu comment ça marche. Bien évidemment, il y a des formations pour maîtriser le SIGOMAP. Ces formations sont délivrées par la structure de régulation des marchés publics, la COP et aussi la DGMP. Voilà. Ce sont ces structures-là qui forment, bien sûr. Mais peut-être il y a des personnes qui forment aussi de façon individuelle. Voilà. Mais en gros, je vais vous montrer un peu comment se présente un peu le système, vous expliquer un peu l'interface. C'est pas compliqué. Voilà. Bon, comme je l'ai dit, je pratique la passation de marché dans un projet. Là-bas, c'est l'ancien système. Les ouvertures, les évaluations se font de façon physique. Mais après, on utilise un logiciel. Ça, c'est un logiciel de la Banque mondiale. Là-bas, on met juste les informations pour qu'il y ait juste une transparence. Mais dans le système national, on utilise le SIGOMAP. Par contre, les procédures pour élaborer un dossier d'appel d'offres sont les mêmes. Et vous voyez qu'à chaque fois que j'essaie de vous expliquer un peu les procédures, il y a des thèmes techniques qui ressortent. Certaines techniques-là, vous devez les maîtriser, telles que les dossiers d'appel d'offres, le plan de passation de marché PPM, les procédures les modes, les modes de passation des marchés, appel d'offres restreint, gré à gré, les procédures simplifiées. Les, 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 les modes de marché, les marchés de travaux, les marchés de prestations intellectuelles, les marchés de fourniture. Donc, il y a beaucoup de choses que vous devez maîtriser pour être super bon. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire euh, dans cette formation. Donc, je vous exhorte encore à vous inscrire, voilà, à vous inscrire et puis on va partager beaucoup de choses. Donc, la prochaine formation a été scindée en 7 modules. Voilà, dans le module numéro 1, on va parler du cadre légal, hein, du cadre légal du marché public. Le marché public, on se base sur quoi? Voilà. Donc, le marché public est réglementé. On ne fait pas ce qu'on veut dans un marché public. On se conforme toujours au code des marchés publics, aux différentes lois et décrets qui ont été signés concernant la passation des marchés publics. Bien évidemment, on va avoir les principes de la commande. Il y a des seuils à respecter au niveau de la passation des marchés. Parce que en fonction des seuils, vous allez voir qu'en fonction des seuils, il y a des contrôles à, à appliquer. Voilà. Il y a des contrôles à appliquer et il y a des structures qui doivent approuver aussi des marchés. L'approbation, c'est juste la signature. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre dans la passation des marchés. Bien évidemment, le code des marchés publics, c'est le document de référence. Donc, celui qui maîtrise la pratique et qui oublie au moins un article, il va juste ouvrir son code, repérer l'article et puis il avance. Par contre, il y a d'autres qui se permettent de bosser le code, mais en termes de pratique, ils sont pas performants. Voilà. Parce que la pratique vise à réduire les risques, à travailler de façon efficiente pour ne pas, comment on appelle ça, dépasser les délais. Parce qu'il y a des délais en passation des marchés. Donc, les délais, les coûts et puis la transparence, ce sont des indicateurs qui montrent qu'un marché a été bien passé. Voilà. Maintenant, au niveau de la passation des marchés, il y a des structures qui sont impliquées, telles que la COP, qui, elle, régule le marché public, la DGMP, qui, elle, contrôle les marchés publics, et, et l'autorité contractante, celle qui passe le marché.
Voilà. Donc, dans le module 1, on va voir toutes ces informations. Dans le module numéro 2, on va voir un peu la typologie des marchés. Comme je l'avais cité, il y a les marchés des travaux. Qu'est-ce qu'un marché des travaux? Qu'est-ce qu'un marché de fourniture? Est-ce que la procédure appliquée dans la prestation intellectuelle est la même que la procédure appliquée au marché des travaux? Voilà, c'est tout ce qu'on va voir dans le module numéro 2. Dans le module numéro 3, on va voir les modes de passation des marchés. Il y en a plusieurs. La plus répandue, la plus reconnue, c'est l'appel d'offres. Parce que l'un des principes de la passation des marchés, c'est de permettre à tout le monde de participer à un marché public. Donc, l'appel d'offres sert à permettre à tout le monde de soumissionner. Par contre, lorsque l'appel d'offres est restreint, c'est vrai qu'il y a toujours une concurrence, mais c'est limité. Voilà. Donc, il y a les procédures simplifiées aussi. Ces procédures simplifiées, c'est juste parce qu'on n'a pas respecté des seuils. Donc, je vous avais dit qu'il y a des seuils à respecter. Donc, lorsqu'on n'a pas atteint un seuil au niveau de la ligne budgétaire, on est obligé de passer par les procédures simplifiées. Voilà. Donc, dans le module numéro 4, on va maintenant voir comment passer un marché, planifier un marché, élaborer un dossier d'appel d'offres, comment se passe l'ouverture, comment se passe l'analyse. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas dans l'ancien temps, c'est la nouvelle époque à partir du SIGOMAP. Comment on fait une ouverture dans le SIGOMAP? Parce que je sais que dans quelques années, le code des marchés publics sera actualisé. Elle va tenir compte des nouvelles technologies, puisque maintenant, on ne fait plus les ouvertures de façon physique. Voilà. Donc, on va voir un peu comment faire un suivi des marchés et autres. Dans le module numéro 5, on va voir le suivi de l'exécution physique et financière. Sachez que la passation des marchés est divisée en deux étapes. La première étape qui est la passation même du marché et la deuxième étape qui est l'exécution du marché. On a passé le marché, bien, c'est vrai, on a passé le marché, on a attribué le marché à faire un excusez-moi, il y a eu une coupure là. Donc, je vais partager mon écran. Donc, comme je le disais, il y a un suivi de l'exécution physique et financière. Il y a des litiges qui peuvent survenir lors de la passation des marchés. Donc, il est fort recommandé de maîtriser les procédures pour éviter qu'il y ait des litiges. Voilà. Les litiges sont préjudiciables à l'entité parce que les conséquences peuvent être financières. Hein. Donc, c'est pour cette raison que il suffit pas de juste lire le code, mais de maîtriser parfaitement la procédure, éviter les risques. Parce que c'est ça, c'est la pratique la pratique va vous éviter va vous éviter des, des difficultés, des risques de corruption, de fraude, des litiges au niveau de la passation des marchés. Donc, il est important aussi de maîtriser un peu la procédure. Ne pas forcément lire. C'est important de lire, c'est bien beau de lire le code, mais le code, c'est comme le plan comptable des comptables. Voilà. Le comptable ne peut pas forcément maîtriser tous les numéros de compte. Par contre, lorsqu'il est coincé,
il prend son plan comptable et puis il essaie de retrouver le numéro de compte qu'il n'a pas pu, voilà, qu'il a oublié, par exemple. Donc, le code des marchés publics, en gros, c'est ça. Mais moi, je veux que vous maîtrisez la logique. Si vous maîtrisez la logique, avec la logique, vous allez vous en sortir. Aussi avec la pratique et les conseils et les cas pratiques qu'on va voir, vous allez vous en sortir dans votre domaine. Voilà. Et on ne peut pas éviter forcément les litiges. Il peut arriver que les litiges ne soient pas de la faute du professionnel. Donc, mais même s'il y a un litige, il y a une procédure à suivre pour gérer ce litige aussi. Voilà. Donc, la gestion des litiges est dans le code des marchés publics, est définie dans le code des marchés publics. Il faut respecter aussi cette procédure. Dans le module numéro 6, on va voir les tests applicables au partenariat public-privé. Le partenariat public-privé est défini dans le code des marchés publics. C'est un marché public, mais qui est un peu spécifique. Dans les contrats de partenariat public-privé, l'État lance un appel d'offres et des sociétés soumissionnent. La société finance elle-même le marché. Lorsqu'elle finit, lorsque le marché euh, est pleinement exécuté, l'État normalement devrait rembourser l'entité. Mais l'État, dans son contrat, lui dit, tu as exécuté le marché avec tes propres fonds. Donc moi, je t'autorise à te refinancer, à te payer toi-même en appliquant des coûts sur l'ouvrage que tu as construit pendant une bonne année. C'est ça, on appelle un contrat, un partenariat public-privé. Je vais prendre l'exemple du troisième pour le pont Henri Konan Bédié. Le pont Henri Konan Bédié, c'est un partenariat public-privé. C'est un contrat qui a été établi entre l'État de Côte d'Ivoire et une structure privée. Donc, la construction a été faite par la structure privée. Voilà, elle a construit le pont. Maintenant, le pont a été réalisé. Normalement, on doit payer, on doit rembourser la structure privée. Mais l'État avait mis dans son contrat, le contrat avait signé le contrat. L'État avait dit, sur une période qui part de 5 à 10 ans ou plus, l'entreprise doit appliquer un prix sur ce pont-là pour pouvoir se faire rembourser. C'est pour cette raison que quand vous voyez, vous passez sur le pont HKB, il y a un péage. Le péage, quand vous voyez les montants prélevés sur les péages ne rentrent pas dans la caisse de l'État. Tant que le contrat n'est pas fini, tous ces montants-là vont rentrer dans la caisse de la structure privée. Donc, la structure privée va se faire rembourser en mettant sa marge, bien sûr, sur une longue période. Et vous allez voir que lorsque le contrat sera à aspiration, vous allez voir que ils vont démonter le péage et on va circuler librement. Parce que le pont HKB, c'est un pont public. Normalement, tout le monde devrait passer dessus de façon gratuite. Mais vu que l'État n'avait pas les moyens pour financer lui-même ce pont-là, donc c'est une structure qui a payé et la structure se fait rembourser. Donc pour le moment, tous ceux qui doivent passer sur le pont vont payer un montant. Voilà. À l'expiration du contrat, on va démonter les péages et chacun va circuler librement sur le pont HKP. Donc, en gros, c'est ça le partenariat public-privé. Donc, on va essayer un peu de bien expliquer le cadre légal et puis voilà, on va donner plusieurs exemples, vous allez comprendre. Voilà. Donc, après le module 7, il y aura un cas pratique et puis c'est le dernier module. Bon, nous sommes au thème de notre présentation. On va juste expliquer un peu les caractéristiques de la formation. Vous voyez déjà le montant de la formation. La modalité, c'est une formation en ligne qui se fera d'une durée totale de 35 heures.
Voilà. Il y a un certificat qui est délivré. Il y a une possibilité de payer en deux tranches. Maintenant, cette formation est dédiée à tous ceux qui sont dans le domaine public, dans le volet administratif, des juristes, toutes les personnes impliquées dans la gestion publique ou privée. Voilà. Donc, les personnes qui travaillent dans les ONG, sachant que certaines ONG sont soutenues par l'État, donc il est fort probable que dans une ONG, on puisse passer un marché public. Voilà. En gros, voici un peu présenter notre session sur l'introduction des marchés publics. Donc, je vous remercie pour votre patience. Ça a été vraiment difficile d'être présent. Et puis bon, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et je vais songer à répondre avant qu'on ne mette fin à la session. Ça me fatiguait. Ça me fatiguait, mais je vois que vous vous déplacez bien avec qui a eu pas beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, hein, s'il vous plaît. Bien, il y a M. Jeannot qui pose la question de savoir est-ce que le code des marchés publics est universel ou bien dépend d'un pays? Bon, je vais répondre. Le code des marchés publics n'est pas universel. Voilà, il est spécifique à un pays. Donc, en Côte d'Ivoire, par exemple, on a le code des marchés publics qui est différent de celui du Congo ou bien du Niger ou bien, je sais pas, du Sénégal. Mais sachez que ces procédures se rejoignent. Il y a peut-être quelques différences à peu près, peut-être juste même sur les noms. Voilà. Mais ce sont les mêmes pratiques. Ce sont les mêmes pratiques. Voilà. Par contre, la Banque mondiale a ses principes de marché public. Donc, tout pays qui veut contracter un prêt avec la Banque mondiale doit s'aligner aux procédures de la Banque mondiale. Donc, si la Côte d'Ivoire, par exemple, veut un prêt pour financer un projet, par exemple, et puis je prends un exemple, le Congo, par exemple, veut utiliser un prêt pour financer un projet, vous allez voir que ces deux pays vont s'aligner sur les procédures de la Banque mondiale. Voilà. Donc, il n'y a pas de code universel. Chaque pays a son code. Et dans le code, il y a des délais qui sont définis. Donc, si celui qui utilise le code de la Côte d'Ivoire, si, par exemple, pour la procédure d'appel d'offres, la publicité dure un mois, peut-être dans un autre pays, en fonction des contraintes, on peut vous dire que la publicité peut durer un mois et demi. Voilà. Mais n'empêche que c'est la même procédure. Ce sont les mêmes procédures. C'est des terminaisons qui changent et puis les délais. Voilà. Donc, celui qui travaille, qui maîtrise le code national de Côte d'Ivoire peut s'en sortir en Guinée, peut se sortir, je sais plus trop, au Mali. Voilà.
Maintenant, je vois, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que la formation va aborder les procédures de la Banque mondiale? Bon, il est évident que on puisse s'aligner sur les procédures universelles parce que la Banque mondiale a ses procédures. Mais comme si vous voulez, on va faire on va voir un peu les procédures de la Banque mondiale. Voilà, mais comme je dis, c'est les mêmes procédures, mais c'est les noms qui changent. C'est les noms qui changent. Vous allez voir, je vais faire un tableau synthétique de telle sorte que celui qui se trouve dans une procédure nationale puisse savoir connaître l'équivalent dans la Banque mondiale. Ou même celui qui se trouve dans un projet financé par la Banque mondiale, lorsqu'il va utiliser une procédure, il puisse savoir quelle est la procédure qui est équivalente à la procédure nationale. Ce sont les mêmes procédures, c'est les noms qui changent. Mais ce qui va différencier un peu lorsqu'on va voir les procédures de la Banque mondiale, c'est la pratique. Parce que la Banque mondiale, elle, elle a beaucoup insisté un peu sur la réduction des risques. Alors que les procédures nationales, elles sont un peu, les procédures sont un peu rigides. Par contre, la Banque mondiale, les procédures qui sont un peu, il y a des procédures, il n'y a pas trop de contrôle. Ouais, son but, c'est de respecter les délais. Parce qu'elle finance un projet sur une période généralement de 5 ans. Les projets, ça dure généralement 5 ans. Donc, quand la Banque mondiale finance un montant, c'est un montant à rembourser. Donc, elle joue sur le temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a des procédures qui sont un peu légères. Il n'y a pas trop de contrôle. Par contre, les procédures nationales, il y a beaucoup de contrôle. C'est la seule différence. Mais c'est les mêmes procédures. Dans la procédure de la Banque mondiale, il y a toujours une planification aussi. Les procédures nationales, il y a la planification. Il y a les dossiers d'appel d'offres qu'on doit élaborer. Il y a des procédures simplifiées aussi, qu'on appelle demande de cotation. Dans la procédure de Banque mondiale, on appelle aussi demande de cotation. Bon, dans la procédure de Banque mondiale, on appelle ça demande de cotation. Et la procédure nationale ivoirienne, on appelle ça PSC, procédure simplifiée de cotation. Il y a PSO, procédure simplifiée ouverte, et puis PSL, procédure simplifiée limitée. Mais c'est les mêmes procédures de demande de cotation à la Banque mondiale. C'est la même procédure. La demande de cotation, on demande à 3 fournisseurs de fournir des devis ou bien des factures pro forma. Voilà, c'est la même chose que la procédure nationale. C'est juste le nom qui change. Voilà. Bon, je pense qu'on a fini avec la première question. On va voir. Il y a d'autres qui ont posé une question. Il y a un qui demande, est-ce que il y a un qui demande, est-ce que la Banque mondiale garde les principes généraux? La Banque mondiale a ses principes. Elle ne change pas des principes en fonction des pays. Ces principes sont déjà là. Toi, tu es un pays africain, tu veux un prêt, tu t'alignes à ces directives. J'ai les directives aussi, je vais vous partager les directives aussi, vous allez voir. Donc, celui qui veut faire la passation des marchés sur un projet ou bien sur un projet financé par la Banque mondiale devoir lire, va devoir lire les directives de la Banque mondiale et puis s'aligner. Voilà. Ces directives ne vont pas changer d'un pays à un autre. C'est les mêmes directives. Donc, chaque pays va s'aligner. Voilà. Mais tout dépend du contrat. La Banque mondiale peut dire, bon, je finance ton projet, mais il y a des marchés pour lesquels je ne veux pas vraiment que j'utilise mes procédures. Donc, je te donne le champ libre. Tu peux utiliser tes procédures à toi. Maintenant, pour certains marchés, par exemple les travaux, utilise moi mes procédures. Maintenant, quand c'est les fournitures, utilise tes procédures. Donc, vous pouvez travailler dans un projet où vous allez utiliser les procédures nationales et les procédures de la Banque mondiale. Les deux procédures en même temps. Il y a cette possibilité d'utiliser 3 procédures. Si c'est un projet financé par 2 bailleurs de fonds, c'est-à-dire par exemple la Banque mondiale ou la BAD. Voilà. Donc, s'il y a un contrat tripartite, le contrat tripartite va vous dire que
pour tel marché, vous allez utiliser la Banque mondiale comme procédure. Pour tel marché, ça c'est celui de la BAD. Et puis pour tel marché, celui de la procédure nationale. Voilà. Le retour à l'investissement pour l'entreprise exécutant ne se fait que par l'utilisation après réalisation du bien durant une période déterminée. C'est une question où je ne sais plus, monsieur Joinson Mban. Est-ce que c'est une question ou bien vous venez confirmer ce que je dis? Bon, attends, je vais activer le micro. Donc, j'ai activé le micro de monsieur Mban. Est-ce que vous pouvez répondre un peu à votre question? Monsieur Mban, monsieur Joinson Mban, si je prononce bien. Allô? Oui, oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, Bonsoir. monsieur. Oui, oui. Ah oui, je suis bien, monsieur Mbon-Joinson. Non, c'est une question, je voulais savoir si c'est le seul mode pour l'entreprise exécutante de recouvrer les fonds investis dans le projet, quoi. Est-ce que s'il n'y a pas d'autres sources, il y a pas de financement, c'est-à-dire que l'entreprise qui remporte l'appel d'offres est payée en avance ou il faut seulement qu'il réalise pour enfin à la fin qu'il ait un retour à l'investissement en facturant le bien réalisé là. Ok, bon, ça c'est une très belle question. En fait, ça dépend du mode de passation des marchés. Ici, j'ai parlé de l'exemple ici du contrat public-privé. Lorsque nous sommes dans un contrat public-privé, il y a une étude qui est faite, une étude de marché qui va nous permettre de savoir est-ce que si on met des méthodes pour pouvoir reprendre, pour avoir un retour sur investissement, est-ce que c'est possible? Quand c'est possible, à ce moment, on lance l'appel d'offres et puis celui qui gagne le marché exécute et après, il se fait rembourser. Comme je l'ai dit, par exemple, dans le cas d'un pont, il fait un péage où toute personne qui passe le pont doit payer avant de passer. Ça, c'est le contrat public-privé. Par contre, si c'est un appel d'offres, là, il n'y a pas on va pas attendre que le projet soit fini. Quand c'est un appel d'offres, déjà même, il y a une avance de démarrage. Par exemple, pour la construction d'une route, celui qui a eu le marché d'appel d'offres, il va avoir une avance de démarrage pour commencer les travaux. Et à chaque étape, par exemple, chaque mois ou chaque trimestre, ça va dépendre du contrat. Il y a un décompte qui est élaboré par la structure et l'autorité contractante va payer au fur et à mesure le prestataire. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que j'ai parlé de suivi de l'exécution financière et, et technique. Donc, l'exécution financière, c'est les décomptes. On doit suivre le décompte. Est-ce que le décompte correspond à l'exécution financière? Par exemple, on a exécuté 50% du marché de façon technique. C'est-à-dire, on devait peut-être construire 1000 km de route. On a construit jusqu'à présent 500 km de route. Donc, on a exécuté la moitié de façon technique, physique. Donc, ça doit correspondre aussi à 50% du montant du marché. Donc, on doit le professionnel en passation des marchés doit suivre en fait cette évolution-là. Donc, ça dépend du mode de passation des marchés. Généralement, les PPP où le fournisseur est remboursé lorsque le marché se termine,
c'est des grandes entreprises. Et puis, c'est des marchés où l'État vraiment peine à avoir des financements. Donc, quand c'est comme ça, voilà, on utilise cette procédure. Mais généralement, les procédures utilisées, appel d'offres ou bien les procédures simplifiées, on paye toujours le fournisseur. Voilà, on paye toujours une fourniture. On n'attend pas que le marché soit fini. On paye une avance de démarrage, il commence et après, il est payé. Il est payé au fur et à mesure. Bien évidemment, l'avance de démarrage, elle est remboursée parce que l'avance, on te donne une avance pour démarrer. On n'est pas censé te donner une avance pour démarrer un projet. Tu commences, quand tu commences le marché, on te paye au fur et à mesure que tu exécutes. Mais souvent, il y a des entreprises qui n'ont pas les moyens de commencer directement le projet. Donc, l'État leur donne une avance de démarrage. Et à chaque fois qu'on verse un montant pour payer le décompte, on fait la déduction de l'avance de démarrage jusqu'à ce que l'avance de démarrage soit épuisée. Et après, maintenant, on continue toujours de payer jusqu'à la fin. À la fin, il y a deux réceptions. Il y a une réception provisoire où on vérifie si vraiment le marché a été exécuté. On donne un délai d'1 an pour vérifier s'il n'y a pas d'imperfection. Et après 1 an, maintenant, on fait la réception définitive. Lorsqu'on fait la réception définitive, on paye le dernier décompte, c'est-à-dire le dernier montant échelonné, et puis le projet est terminé. Donc, l'exemple que j'ai utilisé concernant les ponts, c'est spécifique à une procédure de marché public qu'on appelle le partenariat public-privé. Voilà, c'est uniquement que pour ça. Mais quand c'est appel d'offres, quand c'est les autres procédures, on doit payer le prestataire. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Très satisfait. Merci, monsieur. Je suis bon, il y a satisfait. M. Jeannot. D'accord. Je vais couper votre son, je vais interroger M. Jeannot, qui a posé la question, qu'est-ce qui peut arriver lorsque les procédures ne sont pas respectées dans le marché? Bon, il a déjà posé la question, je vais répondre en même temps, mais je vais voir si je peux activer son micro. Bien, lorsque les procédures ne sont pas respectées, il y a beaucoup de risques. Comme je l'ai dit, les fonds utilisés pour passer un marché proviennent de l'État. Chaque mois, vous êtes prélevé sur votre salaire différents impôts, différentes taxes. Bien, ces impôts-là constituent le budget en termes de recettes de l'État. Donc, en termes de recettes de l'État, il y a les charges fiscales, il y a l'équilibre entre la balance commerciale, c'est-à-dire importation, moins exportation moins les importations. Donc, tout ça, ça rend en compte. Il y a les impôts sur les bénéfices. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans la recette du budget. Donc, sachez que l'argent de l'État, c'est pour vous. On est censé utiliser les fonds de l'État pour construire des hôpitaux, des écoles qui vont profiter à plusieurs générations, à vos enfants. Donc, imaginez, l'argent du contribuable est utilisé pour pouvoir acquérir des marchés. Et puis, cet argent-là est dilapidé. Il y a la corruption. Vous voyez que vous-même, vous faites du mal. Voilà. Donc, le fait de respecter ici la passation des marchés, c'est de permettre de réduire les risques de corruption. Ça, c'est un. Éviter les pertes à l'État, parce que s'il y a des pertes, s'il y a la corruption, c'est tout un système qui est, on peut dire, qui est impacté. Voilà, c'est tout un système qui est impacté. Donc, celui qui se lance dans la passation des marchés, bien vrai que c'est bien rémunéré, mais il le fait de patriotisme, en fait. Voilà. On ne vient pas faire la passation des marchés pour seulement prendre de l'argent. On participe à l'évolution d'un État. Voilà. Maintenant, il y a des projets où l'État prend un contrat de prêt pour pouvoir réaliser ces projets-là. Imaginez s'il y a la corruption, si les biens sont mal gérés, ça va constituer une perte encore pour l'État, parce que l'État doit rembourser avec intérêt
ces projets. Je tiens aussi à signifier que lorsque vous entendez que la Banque mondiale a fait un don à l'État de Côte d'Ivoire, ne pensez pas que c'est un montant gratuit. En termes de projet, lorsqu'on parle de dons, c'est un montant à rembourser, c'est un prêt, c'est un montant à rembourser. La différence que le taux d'intérêt est tellement faible qu'on appelle ça don. Donc, si vous entendez un jour que tel État a eu un don de la Banque mondiale de 1 milliard, mettez-vous en tête que l'État va rembourser ces 1 milliard avec un taux faible. Par contre, lorsque vous entendez un prêt, l'État aussi va rembourser, mais l'intérêt est élevé. Voilà. Donc, tous les fonds que vous allez voir dans les différents projets utilisés pour réaliser des projets de développement, ce sont des ressources de l'État. Donc, si vous n'avez pas les capacités solides pour pouvoir réduire les risques, pour éviter la perte pour l'État, en gros, c'est une conséquence macroéconomique, en fait. Ça va toucher tout le monde, en fait. Voilà. Par exemple, dans une ville, on veut réaliser un projet, la population a du mal à traverser la ville pour se rendre dans une autre ville parce qu'il y a un pont qu'on doit construire. Et il y avait un pont qui existait, le pont est tombé. Alors que la région, par exemple, son activité économique dépend peut-être du transport. Voilà, peut-être c'est une région où il y a beaucoup de produits miniers, par exemple. Donc, le fait de transporter ces produits miniers-là rapporte de l'argent à l'État. Imaginez, vous êtes spécialiste en passation des marchés. Et puis, il y a des failles dans l'exécution de vos marchés, dans la passation de vos marchés, dans l'exécution de vos marchés. Non seulement vous n'allez pas respecter les délais pour pouvoir construire le pont, vous allez faire perdre de l'argent à l'État. La population va se plaindre et puis vous risquez aussi de perdre votre emploi aussi. Voilà, parce que là aussi, c'est bien vrai que c'est bien rémunéré, mais quand vous êtes bon, vous continuez à toujours travailler. Quand vous n'êtes pas bon, on vous remplace. Généralement, les gens préfèrent travailler sur les projets de développement parce que c'est bien rémunéré. Un assistant de passation de marché, c'est 800 000 à 1 million. En Côte d'Ivoire et puis dans l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale, c'est plus. Voilà, parce que le niveau de vie est un peu élevé là-bas. Voilà, parce que j'ai fait des missions en Afrique centrale, hein, donc je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, c'est un assistant. Maintenant, un spécialiste en Afrique de l'Ouest, c'est 2 millions par mois. Maintenant, en Afrique centrale, c'est 2,5 millions, je pense. Voilà. Donc, mais les projets, c'est 5 ans. C'est une durée de vie de 5 ans. Et puis, il y a une évaluation après. Donc, la Banque mondiale, pour éviter qu'il y ait des grognements, parce que celui qui a travaillé sur un projet, après le projet, se retrouve au chômage. Donc, les nouveaux contrats financés par la Banque mondiale sur le même ministère, parce que les projets sont gérés par un ministère. Si on veut faire un projet de construction de routes, c'est le ministère chargé de la construction des routes. Si c'est un projet de construction d'ouvrages, je sais pas, d'ouvrages en eau, d'ouvrage d'eau par exemple, c'est le ministère de l'hydraulique qui gère ce projet. Donc, s'il y a un autre projet géré par le ministère, la Banque mondiale va exiger que le projet numéro 1 a été concluant, les personnes qui ont travaillé sur le projet ont bien travaillé. J'exige que vous les reconduisez sur le second projet. Ah, c'est ce que la Banque mondiale a commencé à faire. Donc, celui qui arrive à travailler dans un projet, il va s'en sortir. Parce que les projets sont très, très bien rémunérés. Voilà. Mais la concurrence est rude parce que il faut prouver que tu as une expérience, il faut prouver que tu as une bonne certification. Comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire, c'est maintenant on commence à faire des formations diplômantes. Mais je ne sais pas si dans d'autres pays, c'est possible. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu, je vais me renseigner. Mais en Côte d'Ivoire ici, c'est possible. Voilà. Donc, en gros, la passation des marchés, il faut être patriote. Il faut respecter les codes de déontologie. Parce que si tous les spécialistes en passation des marchés ne sont pas performants, ça aura un impact direct sur l'État.
C'est pour cette raison qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a des gens qui forment, il y a des structures, l'ARCOP, comme ça, l'autorité de régulation, a formé certaines personnes. Au départ, c'était des personnes c'était des fonctionnaires, mais c'était faible. Donc, elle a élargi au niveau du secteur privé. Moi, j'étais dans un cabinet, j'étais au privé. Mais j'avais l'habitude de faire des missions en audit des passations des marchés. Donc, j'ai soumissionné et j'ai été retenu parce que j'avais un bon profil. Je vais profiter pour vous partager une image, si vous me le permettez. Vous allez voir un peu, je vais vous partager. Ça, ça, mon profil, ça, c'est mon profil LinkedIn. J'ai partagé ce truc-là. Ça, c'est en 2023, j'ai eu l'accréditation. Hein. Cette dame-là, j'ai flouté son visage parce que je ne peux pas me permettre de partager la photo de quelqu'un qui ne m'a pas donné son consentement. Par contre, sur mon profil, je peux le faire puisque j'ai eu l'autorisation de prendre la photo. Donc, voilà. Cette dame-là, c'est la présidente de l'ARCOP, l'autorité de régulation des marchés publics. Donc, lorsqu'on m'a donné l'accréditation, c'était une cérémonie, voilà. Donc, ça, c'est mon profil LinkedIn. Vous pouvez aller voir. Donc, il y a aussi, je vais vous montrer une mission d'audit que j'ai, voilà, l'attestation de bonne exécution. Donc, voilà, le cabinet dans lequel je travaillais. Voici mon nom. Voilà. Voilà. Donc, l'ARCOP a changé de nom. Hein. Avant, c'était ANRMP, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Donc, voici le cabinet toujours. Donc, voilà, ça, c'est l'attestation de bonne exécution qui montre qu'on a réalisé des audits de passation des marchés. Donc, j'avais déjà l'expérience, mais je vais une reconnaissance. Donc, il est important aussi d'avoir une reconnaissance. Voilà, il est important d'avoir une reconnaissance parce que si vous n'avez pas une reconnaissance, que vous avez forcément seulement l'expérience, si vous voulez compétir sur un projet, ça ne va pas suffire parce que dans les critères, on va demander forcément une certification. Donc, il est important de faire une certification pour se démarquer des autres compétiteurs. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage et puis je vais prendre quelques questions et puis après, on va mettre fin à la session. Bon, toutes les questions sont techniques. Hein. Vous pouvez voir Madame Annie qui répond. Elle vous a envoyé toutes les informations. Voilà. Bon, en gros, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va mettre fin à la session. Hein. Parce que moi, j'ai hâte de vous retrouver. Donc, je vous exhorte à vous inscrire. On va parler de beaucoup de choses, des réalités dans la passation des marchés au niveau de l'Afrique. Voilà. Donc, comme je dis, les projets de développement aussi, il y en a partout en Afrique. En RDC, dans l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. Voilà. Donc, partout où il y a un projet, il y a un code de marché public qui est exécuté. Si c'est un bailleur de fonds, tel que la Banque mondiale qui finance, on va utiliser la procédure du bailleur. Donc, ne vous inquiétez pas, même les procédures d'autres pays, je maîtrise parce que j'ai eu à me déplacer dans ces pays-là, voilà, tel que le Congo, le Gabon, en Afrique de l'Ouest aussi, il y avait le Djibouti, j'ai fait des pays où il y avait des projets. Donc, les différents codes, j'ai le code code de marché public de choses qu'on appelle ça, du Congo, les deux Congo, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Donc, voilà. Mais vous allez voir, quand je vais vous partager le code national de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que c'est la même chose, c'est les noms qui différencient. Mais moi, je ne vais pas insister sur les noms pour ne pas vous embrouiller. Vu que vous n'êtes pas tous du même pays, je vais utiliser des thèmes qui vont vous permettre de comprendre un peu la différence. Voilà. Je vais juste faire la synthèse. Et puis après aussi, on va voir les procédures de la Banque mondiale. Tout comme fait, moi, je fais mes PowerPoint le jour. Je prends toujours les avis des autres afin de faire les PowerPoint parce que c'est pratique. Je n'ai même pas encore le fichier PowerPoint. Voilà.
Parce que ça sert à rien de faire un fichier PowerPoint statique qui n'est pas adapté à la formation ou bien aux exigences des participants. Donc, je prends l'avis de tout le monde et puis je fais le PowerPoint. J'ai déjà l'expérience, j'ai déjà la connaissance. Pour faire un PowerPoint, ça me prend au maximum 30 minutes. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et j'ai été ravi aussi de prendre la considération de l'un de vous qui a parlé de marché public de la Banque mondiale. Parce que c'est une référence. Voilà, c'est une référence. La BAD a ses procédures aussi, mais elle s'aligne à la Banque mondiale. Elle a recopié un peu la Banque mondiale, mais elle a juste changé les terminaisons. Voilà, c'est tout. Donc, sur ceci, il n'y a pas de questions. Bon, on va mettre fin à la session et j'espère que vous allez vous inscrire et puis à bientôt. Aime la vidéo, commente, partage et abonne-toi pour ne rien manquer sur nos prochaines publications.